Bonjour, bonjour. Donc je me présente, je m'appelle Guillaume, je suis développeur Android chez Morning. Et là, je vais vous parler un peu de mon expérience de Android DevOps chez Morning. Donc j'ai une première question. Qui c'est qui développe des apps Android dans la salle? Levez la main, gardez la main en l'air. Combien vous êtes allé jusqu'à mettre l'app sur le store, le Play Store? Et combien font des mises à jour ensuite? Donc voilà, vous, tout cela, là, vous êtes des DevOps en fait, des DevOps Android. Donc, je me suis posé la question au début, qu'est-ce que c'est qu'un DevOps? Il y a eu, en fait, c'est un talk de Jérémy Martinez qui m'a poussé à m'y intéresser plus. Jérémy Martinez, c'est un développeur de Capitaine Train. Il a fait une présentation qui s'appelle d'un push sur master jusqu'à l'app sur le store, il me semble, quelque chose comme ça. Et donc ma présentation va un peu compléter ce qu'il raconte, mais lui, c'est une bonne introduction en fait au rôle de DevOps. Donc un DevOps, je suis allé voir le résumé sur, la traduction la description sur Wikipédia français, et j'ai pas été très fan. C'était travailler ensemble pour produire de la valeur pour l'entreprise. Merde, c'est pas la présentation que j'avais prévue. Donc je suis allé voir la description Wikipédia anglais, et celle-là, elle correspond un peu plus à ce que j'avais prévu. Donc c'est un terme utilisé pour référencer une série de pratiques qui mettent l'emphase sur la collaboration et la communication. Entre parenthèses, c'était entre les développeurs et les sysadmins en gros, pour automatiser le processus de livraison d'applications et de changement d'infrastructure. Ça a pour but d'établir une culture et un environnement où construire, tester et livrer des logiciels vont se passer de façon rapide, fréquente et de plus en plus fiable en fait. Donc c'est pour ça que en tant que développeur Android, quand vous développez votre application et que vous la mettez sur le store, et ce de façon fréquente, vous êtes quelque part un DevOps puisque vous allez du développement jusqu'à la mise en production en fait, de votre application. Donc, un petit rappel pour ceux qui n'ont pas jamais déposé d'app sur le store. Qu'est-ce que ça comprend? Enfin, ça, c'est dans mon cas. C'était dans mon cas. Donc, première étape, on va changer les petits paramètres isDebug qu'on a un peu partout dans le code pour dire, OK, je vais me connecter au serveur de prod plutôt que le serveur de test. Je vais désactiver les canaries, je vais activer l'analytics, crashlytics, des choses comme ça. Donc, c'est la première chose qu'on va faire à la main. Deuxième chose, on va tester son app. Donc, on va jouer, on va appuyer sur les boutons, on va voir si les fonctionnalités de base fonctionnent et les précédentes aussi. On va par la suite mettre à jour le version code, le version name. Ça m'est arrivé plus d'une fois de générer mon APK, le mettre sur le Play Store, m'apercevoir que je n'avais pas changé ces codes-là et donc obligé de refaire un commit dans master tout dégueu. T'as encore oublié le version name, version code, tabernacle, mais je suis tout seul à lire mes messages de commit, donc c'est pas gênant. Et surtout que si vous faites du Android Wear, il faut changer ce version name, version code à deux endroits dans chacun des projets, projet montre et projet téléphone. Sinon, la Wear ne va pas marcher, la montre ne va pas marcher. Ensuite, vous allez devoir générer l'APK. Vous allez devoir vous connecter à la console du Play Store. Vous allez uploader l'APK. Vous allez faire des petits changements sur la fiche. Personnellement, chaque fois que je vais sur la fiche, j'ai toujours une case à cocher, un truc à accepter, un lien de CGU à rajouter ou des choses comme ça. Remplir le What's New, donc la release note, qui concerne le nouvel APK. Choisir le mode de déploiement, alpha, bêta, déploiement progressif. Et enfin, prier pour que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de crash dans Crashlytics dans les heures qui suivent. Donc ça, en gros, ça va être un peu le sommaire de ce que je vais vous présenter, comment essayer d'optimiser toutes ces étapes-là pour qu'en 2-3 lignes de commande, ça soit fait, quoi. Donc, première étape, c'est le fameux paramètre de debug. Donc, j'avais donné un talk il y a à peu près un an sur les flavors et les build types. Là, je vais vous faire un petit résumé. Ce qu'il y a à savoir, c'est que quand on fait il y a le truc... Ah, c'est cool. Quand Android permet en fait de base de générer deux types d'applications, des applications debug, des applications release. Donc, quand vous faites la petite flèche en haut, ça va être une appli debug. APK, pour le mettre sur le store, le signer, ça va être une application release. Ça va vous permettre de créer des dossiers debug et release dans votre arborescence. Et là-dedans, il n'y a plus rien qui vous empêche en fait de mettre des fichiers de configuration dedans, soit des constantes Java de base, soit des ressources particulières.
avec l'URL du serveur de dev dans debug et l'URL du serveur de prod dans release, ce qui vous permettra de ne plus avoir à changer manuellement cette valeur-là à chaque livraison. Quand vous builderez une appli de prod, ça ira chercher la valeur dans release. Quand vous roulerez sur votre machine, ça ira chercher la valeur dans debug. Donc c'est une première chose que vous aurez pu à changer à la main. Deuxième chose, tester l'application. Donc ça, c'était un autre talk aussi que j'ai fait fin novembre, c'est sur tous les tests automatisés. Donc je vous encourage à écrire des tests automatisés, ça vous évitera beaucoup de gain de temps à chaque livraison. Pour résumer, en fait, il y a deux commandes Gradle à connaître. Test debug unit test qui va vous permettre d'exécuter en Gradle tous vos tests unitaires. Et connected debug Android test qui va vous permettre d'exécuter tous vos tests UI, donc Espresso, juste avec cette commande Gradle là. Si vous avez un émulateur lancé ou un téléphone, ça va rouler tous vos tests sur le device connecté. Donc ça, c'est la deuxième étape qui peut être automatisée. Troisième étape, on va passer au version code. Donc, version code, si vous tapez ça dans un terminal, n'importe lequel, enfin dans votre projet quand même, ça va vous sortir quelque chose comme ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le timestamp de votre dernier commit de votre branche. Donc ça peut paraître bizarre, mais en fait, ça, vous pouvez vous en servir comme version code, puisque en théorie, votre dernier commit, il sera toujours plus récent que le nouveau, donc le chiffre sera plus grand. Donc vous pourrez toujours, en vous basant sur ce chiffre-là, vous pourrez livrer mettre à jour votre version code automatiquement. Puis là, il y a une petite question qui va se poser, c'est ouais, mais si j'arrive à la le version code maximal, je ne pourrais plus mettre à jour mon app. Donc là, la doc, heureusement, elle nous dit que le version code maximal, c'est 2 milliards 100. Donc en gros, avec cette technique-là, on a jusqu'au 18 juillet 2036 pour générer des version code automatiquement à partir du timestamp de notre dernier commit. Après, c'est fini, mais j'espère qu'il ne fera plus d'Android après 2036. Windows Phone aura tout pris le terrain, et on fera des Windows Phone. Pour le version name, donc version name, je vous rappelle, c'est la string. Version code, il faut que ça soit obligatoirement un entier. Version name, c'est la string, c'est 2.3.4, 3.8.9 souvent. Et là, une autre commande git describe-tags, ça va vous générer ça. Ça, en gros, ça se découpe en trois parties. La première partie, ça va être le dernier tag qu'il y a eu sur cette branche-là. Donc, si vous taguez chacune de vos versions que vous mettez en prod, vous aurez, donc si ma version précédente c'était la 3.4.0 et là je vais faire la 3.4.1, j'aurai tous mes commits que je vais sortir, ils vont s'appeler 3.4.0. Ça, c'est le nombre de commits qu'il y a eu depuis mon tag, le G de Git et le hash du commit actuel. Donc, quand on est en mode debug, ça nous permettra de voir exactement quel est le commit de la version qu'on est en train de regarder. Ça m'est arrivé vendredi où j'ai une collègue qui me dit « Ah, l'app, elle ne marche plus ». Je regarde et son numéro de version, c'était un truc complètement dépassé. Elle n'avait plus de place sur son téléphone pour faire les mises à jour, donc j'avais déprécié cette version-là. Donc, en gros, ça permet de savoir exactement quelle est la version sur n'importe quel téléphone. Et donc, si, avant de livrer, vous taguez et vous faites cette commande-là, donc là, on était à 3.4.1, vous taguez 3.4.1, vous lancez cette commande, le version name sera 3.4.1, tout simplement, il n'y aura pas -0, numéro de hash. Donc, ça va vous permettre de générer ici votre version name automatiquement. Donc, ces deux commandes-là, il faut que ça soit automatique, là, qu'on n'ait pas les copier-coller dans le Gradle. Donc, juste en les définissant ici dans votre build.gradle, ici, c'est les deux commandes dont je vous ai parlé. Vous les mettez dans des variables. Vous y faites référence dans votre default config. Et voilà, vous n'avez plus jamais à vous occuper du version name, version code pour la suite. Dans mon cas, j'utilise donc Android Wear. Ces deux valeurs-là, elles ne sont pas dans mon build.gradle de l'app, elles sont dans le build.gradle du projet. Et j'y fais référence en fait dans chacun de mes sous-projets, donc Android Wear et mobile, automatiquement, donc ils ont la même valeur. Troisième partie, ça j'étais curieux parce que je crois que j'ai commencé sur Android Studio 0.3 et il n'y avait pas ça. Et donc, qui c'est qui utilise ça pour générer son APK? Et donc ouais, je l'ai découvert en fait en faisant la présentation. Donc build, générer, on a une fenêtre, on choisit l'app, on sélectionne notre key store, on met les mots de passe, l'alias, OK.
Et c'est comme ça que là, vous allez générer votre APK. Figurez-vous qu'on peut le générer automatiquement avec une commande assemble release. Ça demande de mettre en place juste deux choses. La première, ça va être dans votre build.gradle, il faut spécifier sign-in config et la config que vous voulez définir. Et cette config-là, vous la définissez un peu plus haut dans votre build.gradle. Donc le sign-in config.release, c'est ici, sign-in config.release. Et vous spécifiez les mêmes infos qu'on a vues tout à l'heure, le payname, le key store, les mots de passe avec l'alias et le mot de passe de l'alias. Donc ça, c'est encore une chose, juste avec une ligne de commande, vous allez pouvoir générer votre APK sans avoir à faire plusieurs clics dans votre IDE. Donc là, si on récapitule, je vous ai parlé de la commande Gradle pour les tests unitaires, la commande Gradle pour les tests UI, la commande pour Gradle pour les tests pour générer l'APK. Donc, voilà. Là, ça commence à faire beaucoup de commandes Gradle. On ne voit rien du tout. Dommage. Vous verrez sur le lien. Faites-moi confiance. Donc, en gros, Gradle permet de générer des fichiers de tâches Gradle qui vont permettre d'exécuter, de dépendre d'autres tâches. Donc là, celle qui nous intéresse, ça va être ici, une tâche qui s'appelle release prod. La tâche release prod, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va lancer la tâche, en gros, pour résumer, la tâche qui lance tous les tests, puis, si elle marche, la tâche qui va générer l'APK. Et cette tâche-là, test, mock, pré-prod, prod, dans mon cas, c'est pour dire je lance les tests de mock, les tests de pré-prod et les tests de prod. On la retrouve ici et elle dépend sur d'autres tâches qui sont spécifiées au-dessus. Et c'est comme ça qu'on remonte pour avoir ici, c'est les tâches d'Android de Gradle de base en fait. Donc au final, juste en lançant ça, ça va lancer tout un nombre illimité de commandes Gradle qu'on choisit. Et ça peut même aller jusqu'à des commandes vraiment custom de je copie certains fichiers dans d'autres répertoires pour faire un backup avant de les envoyer ailleurs. Donc, on a aussi optimisé donc, la liste des commandes Gradle qu'on pouvait faire avant sa release. Donc là, on a notre APK, on va se connecter à la console. Vous reconnaissez ces écrans-là, on clique sur par là APK. Apparaître aussi, c'est l'écran pour envoyer sa version. On clique ici, non, on clique là. Uploader une nouvelle APK, on a cet écran, on drag and drop notre APK, on clique ici pour spécifier version alpha, version bêta ou déploiement progressif, et puis ça part. Donc pas mal de clics, surtout si vous utilisez la double hôte, il faut sortir son téléphone pour sécuriser un peu le truc, donc avoir le deuxième code pour rentrer pour que n'importe qui puisse pas mettre à jour notre version. Ensuite, on va aller voir la fiche, faire un petit tour, voir si, vu qu'on a une nouvelle APK, il y a peut-être des nouvelles fonctionnalités, donc des choses à mettre à jour. Le titre, la description courte, description complète, les infos de contact, l'URL, what's new, et les captures d'écran. Donc, on va passer à tout ça. On y passe surtout la première fois à la main. En général, on n'y revient pas souvent, je vais vous avouer, mais parce que c'est pas intuitif. Ça demande de l'effort en fait d'y repasser à chaque fois. Par exemple, Jérémy Martinez, il conseille, lui, de leur livraison, elle a lieu toutes les 6 semaines parce que si tu fais des livraisons trop rapprochées, stresse un peu de voir ton app qui se met à jour tout le temps, soit, tiens, il y a des bugs tout le temps, ils sont toujours en train de les fixer, soit, oh là là, chaque fois qu'il m'installe une mise à jour, ça me prend de la place sur mon téléphone. Certains utilisateurs fonctionnent comme ça, quoi. Donc, trop de mises à jour peuvent entraîner un risque de désinstallation au final. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien doser son nombre de mises à jour. Donc, tout ce qu'on vient de voir là, de passer dans l'interface web, il faut savoir que Google a réalisé une API en fait, pour pouvoir se connecter directement à cette console-là, pour pouvoir livrer ses APK et mettre à jour la fiche automatiquement par des appels REST, par exemple. Et il y a quelqu'un qui a eu la bonne idée en fait de créer un plugin Gradle pour ça, qui s'appelle TripT, donc il y aura les références à la fin de la présentation. Et ce plugin-là, il suffit d'ajouter donc dans notre build.gradle cette ligne ici de dépendance et dire qu'on applique le plugin ensuite dans notre build.gradle. Ça a l'air simple comme ça, mais en fait il y a beaucoup plus de choses à faire, on va le voir après. Mais déjà rien qu'avec ces deux lignes, on a accès à ces deux nouvelles commandes Gradle. Une des plus importantes, c'est Bootstrap Release Play Resource. Quand on lance ça, en fait, ça va aller se connecter à notre fiche Google Play et ça va check-outer récupérer toutes les infos de la fiche et ça va créer des fichiers, des dossiers différents pour toutes ces infos-là. Donc, on retrouve ici contact du site, du téléphone, email,
qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau, URL YouTube, le titre, petite description, longue description. Et tous ces dossiers-là, c'est là où vous allez mettre vos captures d'écran selon le device en fait. Donc moi, j'en utilise que deux, la partie téléphone, on voit la flèche, et la partie Where. Donc c'est là où je mets mes screenshots. Et en gros, tout ce que vous aurez à faire ensuite, c'est quand vous développez une fonctionnalité, ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, si vous êtes en Gitflow, vous tirez une branche, vous développez votre fonctionnalité. Si cette fonctionnalité elle a de l'impact sur la fiche, parce qu'il faut soit la décrire, soit c'est un nouveau truc super cool, donc vous voulez parler sur la fiche, vous rajoutez cette description-là dans le fichier full description, ou short, ou n'importe, ou vous faites c'est une complète nouvelle app. Par exemple, quand on est passé de payname à morning, le titre a changé. Ici, title, j'ai juste changé dans ce fichier texte payname à morning. Et en gros, quand le commit, enfin la feature du gros changement est arrivée sur master, quand j'ai pushé sur le store, il y a eu le nouvel APK et la fiche en même temps. Il n'y a pas eu de décalage entre j'envoie la feature et il faudra que je pense à mettre à jour la fiche et puis hop, parmi 8 features, j'ai oublié d'en spécifier une. Donc en gros, la description va vraiment coller à la feature parce que si vous êtes en Gitflow et que vous n'avez qu'un commit par feature dans master, mise à jour en même temps que la feature. Ah oui, une chose importante, c'est que le Bootstrap ne récupère pas les screenshots actuels. Donc, sur la première fois, il faudra faire l'effort de bien remplir correctement soi-même les dossiers de screenshots. Un point négatif en fait de ce plugin-là, c'est que ça prend un peu de temps à mettre en place. Il faut compter quand même une bonne journée. Ça va être du gain de temps sur la suite. Mais il y a plusieurs choses à faire. C'est-à-dire, sur le Play Store, il va falloir créer un nouvel utilisateur. Vous avez dû voir ça, certains utilisateurs ont des droits de mettre à jour la fiche, d'autres d'uploader des APK. Donc, il faut en créer un particulier pour ça. Il faut générer une clé d'identification, il faut lui donner des accès particuliers. Sur le GitHub du plugin, c'est assez bien expliqué, mais c'est assez laborieux quand même. Il faut configurer le plugin pour dire si on envoie les screenshots ou pas, si on configure sur quel channel de destination on va envoyer, alpha, bêta, si on fait du déploiement progressif, à quel pourcentage dans ce cas-là on veut partager la première version de l'app. Donc c'est beaucoup d'essais-erreurs justement. Et donc c'est pour ça que je considère que ça prend à peu près une bonne journée. Et surtout qu'officiellement, on a le droit à 200 000 requêtes sur l'API. Et moi, au bout de 7 ou 8, les fois où j'avais essayé, ça me bloquait. OK, c'est bon, t'as trop testé, reviens demain, quoi. Et donc, ça m'a pris plusieurs jours, en fait, pour bien tester, bien tweaker, optimiser, en fait, mon processus exactement comme je voulais. Quelque chose qui est supporté par la version bêta, je ne sais pas, ça ne concerne pas tout le monde. Vous pourrez venir me voir après, si ça vous intéresse. C'est la possibilité d'envoyer plusieurs APK en même temps dans le cas où vous avez une app trop grosse et vous voulez séparer votre app pour, par exemple, faire un APK pour les tablettes à haute densité, un APK pour les petits téléphones qui sont en MDPI. Et si c'est par exemple une appli qui est très visuelle avec des belles images, pour éviter que le petit téléphone se retrouve avec les énormes images de la grosse tablette, de découper vos APK en plusieurs. Et ce plugin la version bêta permet d'envoyer plusieurs APK en même temps, en fait. Il y aura un petit hack à faire au niveau du version code parce qu'on ne peut pas envoyer plusieurs APK qui ont le même version code. Mais voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez me voir à la fin. Là, j'ai vécu ça. Je m'en suis débarrassé depuis, mais ça permet de le faire. Dernière partie, c'est l'automatisation des screenshots. Donc là, j'ai testé deux outils. Le premier, c'est ScreenGrab de Fastlane. Fastlane qui a été racheté par Google il y a 2 mois en même temps que Fabric. Le deuxième, c'est Spoon de Square. Je vais commencer par Fastlane, donc par ScreenGrab. Donc c'est un outil en Ruby et ça marchait bien et avec les mises à jour et ma quantité de tests UI. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux outils, ça fait des screenshots pendant que ça exécute vos tests UI, en fait, vos tests automatisés UI. Donc si vous n'avez pas de test UI, ça ne vous servira à rien. Si vous en avez, il y a une petite gymnastique pour Fastlane. Et par Gradle, l'APK de debug, puis l'APK qui exécute les tests.
Et ensuite, vous lancez cette commande Fastlane Screen Grab. Et Screen Grab va lancer cette APK qui va exécuter les tests sur cette APK-là. Donc, sur des petites quantités de tests, ça marche bien. Mais quand j'ai essayé de le lancer sur toute ma suite et j'avais genre 20% des tests qui passaient, le reste, ça ne marchait pas, alors que d'habitude, tout passe d'un coup. Donc, ce sera la slide d'après, là, je vais parler des pour et des contre. Mais voilà, j'ai quitté Fastlane pour aller vers Spoon et pour tester autre chose, en fait. Dernière chose sur Screen Grab, c'est que l'Android, la ligne de commande d'Android à écrire, elle est assez simple, screengrab.screenshot, et le nom du screenshot qu'on veut donner à la capture d'écran. Autant de fois que vous voulez dans vos tests UI, ça va prendre autant de screenshots associés. En ce qui concerne Spoon, Spoon, en fait, à la base, je ne sais pas si certains connaissent, c'est une librairie de Square, Jack Wharton. Et à la base, c'est un outil de test pour pouvoir exécuter ces tests UI sur plusieurs devices en même temps. Donc, vous pouvez brancher Nexus S, Nexus 6, des tablettes, des émulateurs et tout. Vous lancez Spoon et Spoon va tout exécuter. Je vous montrerai un rapport à la suite, à la fin. Il va tout exécuter, il va vous dire quel test a marché sur quelle tablette. Vous pouvez, et une des fonctionnalités, c'est de pouvoir prendre des screenshots. Ça a été mon préféré là sur l'expérience parce qu'en fait, il s'intègre très bien avec Gradle. C'est juste, vous lancez juste cette commande-là, chargé de faire tout ça au final. Vous ajoutez ça en fait à votre build.gradle custom, là, vous l'insérez dans une tâche dépendante et voilà, vous n'avez toujours qu'une seule tâche Gradle à lancer et ça va générer vos screenshots automatiques. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Voilà. Hop, ça va me générer un dossier Spoon par flavor. Ça va me lancer index. J'ai pas la place. Ah merde. Il est parti où? À l'échec. Bon, c'est la galère. Bref. C'est quoi le raccourci? C'est pas Alt-Shift-F pour mettre en plein écran? Bon, ben je vais essayer de vous expliquer ça comme ça, c'est pas facile. Ah putain. En gros, il y avait deux bandes. Chacune des deux bandes, en fait, ça représentait un device. Là, je l'avais exécuté sur un Nexus S, un Nexus 6. Il faut que je me reconnecte. Pardon. Un Nexus S, un Nexus 6. Et en fait, j'avais des tests qui failaient aussi. En gros, en général, mes tests passent tous, mais avec cet outil-là, même avec Spoon, je vous ai dit tout à l'heure qu'avec ScreenGrab, ça failait. Avec Spoon aussi, ça fail. Donc, ça sera un des points négatifs dont je vous parlais tout à l'heure. Mais ici, vous voyez en gros tous les tests qui ont été exécutés. Et quand vous en choisissez un, on ne voit rien du tout. Super. En gros, on voit tous les tests qui sont exécutés. Et quand vous avez demandé des screenshots, vous voyez le screenshot associé au test. Donc, la bonne pratique, en fait, c'est de prendre un screenshot au début, prendre un screenshot à la fin, je vais pas le montrer, et de voir, en gros, on voit l'application au début et à la fin, à quoi elle ressemble, en fait, pour chacun des écrans. Je vais revenir au slide. Peut-être qu'il y a l'autre écran qui peut marcher. L'autre truc cool que ça fait, c'est ça génère un tv.html. Et ça, en final, on ne voit pas bien. Mais en gros, on voit en haut le device, on voit le nom du test, on voit des infos, quand est-ce qu'il a été exécuté. Et en gros, c'est pour mettre sur une télé et on voit les screenshots qui défilent tout seul, en gros. Et donc, ça permet d'avoir comme un petit dashboard sur ces tests automatisés et de voir à quoi correspond l'app et de voir si tout se passe bien. Il y a un petit timer sur la page et tout ça, c'est généré automatiquement par Spoon. Je vais essayer de le montrer mieux tout à la fin. Ça a l'air cool comme ça. Mais au final, automatiser les screenshots, je ne vous le conseille pas. Parce que ça m'a pas mal pris la tête. Au final, ce n'est pas un gain de temps d'automatiser les screenshots parce que ce n'est pas un truc que vous faites vraiment souvent au final.
effectivement. Mais là, dans le cas d'automatiser les screenshots, dans le cas du DevOps, pour aller mettre à jour sa fiche du Play Store, on ne le fait pas spécialement tous les 4 matins. Le cas où je le vois vraiment super utile, c'est si vous utilisez plusieurs langues et que vous faites des screenshots de tous vos écrans par langue, par pays. Je pense qu'à partir de 3 pays, ça vaut déjà pas mal le coup plutôt que de refaire tous les screenshots à chaque fois de toutes les langues. Et donc, le Bootstrap va déjà vous check-outer dans des dossiers francs, FR, CA, etc., tous les pays que vous supportez et mettre tous les screenshots et toutes les descriptions, justement, pareil, par pays. Donc, vous avez tous ces fichiers-là juste à mettre à jour et vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête, en fait, sur la console du Play Store. Pourquoi je ne vous conseille pas les screenshots automatisés pour le Play Store? Parce que ça marche surtout sur des tests UI. Et les tests UI, c'est flaky très souvent par définition au final. Ça peut, temps normal, et à un moment, l'émulateur va se coincer et ça va faire leak tout le reste. Et juste, il faut lancer à peu près 3 fois pour être sûr d'avoir ces screenshots correctement. Et au final, c'est pas un gain de temps. Surtout si c'est un truc que vous voulez, les screenshots, vous en servez tous les 3 mois par exemple, et que vous lancez cette commande à chaque build et qu'elle fail 2 fois sur 3, ça va vite vous prendre la tête, quoi. Donc, mon conseil, c'est de l'avoir comme sur une branche à part ou un squash, un stash. Quand vous avez besoin de nouveaux screenshots, vous appliquez le stash avec les différentes commandes, vous lancez la commande, vous faites les screenshots. Vous pouvez même automatiser en mettant une tâche Gradle qui va copier les screenshots de Spoon vers les fameux dossiers. Et voilà, et vous aurez vos screenshots automatisés au besoin et pas à chaque livraison au final, puisqu'on n'a pas vraiment besoin tout le temps. Ouais, donc en gros, j'ai marqué marche pas quand on a besoin parce que la fois où j'ai voulu refaire mes screenshots avec ScreenGrab, j'ai mis à jour ScreenGrab et là il n'y avait plus rien qui marchait. Et donc à chaque fois en gros que je voulais l'utiliser, je passais autant de temps à le réparer qu'à faire mes screenshots à la fin. Donc comme je dis, c'est vraiment sur des cas vraiment très précis où il y a besoin de faire de nombreux screenshots dans de nombreuses langues, que ça c'est vraiment utile. Pour résumer, pour finir, de quoi j'ai besoin pour pour mettre mon application sur le store. J'ai besoin de créer la release note. Donc il y a cette commande de Git ici. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller me lister feature branch, c'est-à-dire chaque fois que je sors une feature, chaque fois que j'ai une feature que je veux merger dans ma branche principale, je la squash. Donc j'ai qu'un seul commit par feature. Ce qui fait que quand je lance ça, ça va me sortir les 8 commits, par exemple, que j'ai fait depuis mon dernier tag. Et donc, ça va pas mal m'aider pour savoir qu'est-ce que j'ai fait depuis ma dernière release. Du genre, mis à jour les play services, ajouter le contrôle de la carte et je ne sais pas quoi d'autre. Et donc, ça permet de mettre à jour le petit fameux fichier What's New. Ce fichier-là, vous taguez votre branche. Vous appelez votre tâche custom que vous pouvez appeler test publish release. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire cette tâche-là? Elle va lancer vos tests automatisés, elle va builder votre APK et elle va pousser votre code et les infos de votre APK et les infos de votre fiche sur le Play Store. Et c'est tout. Plus besoin d'aller sur la console du Play Store, plus besoin de changer les version codes, les attributs, etc. Tout va être fait automatiquement. Le plugin Gradle gère les flavors, donc en gros, si vous aviez la version, des paramètres différents en fonction des flavors, vous pouvez aussi les intégrer dans cette commande-là. Donc voilà, ça c'est dans le cas, vous faites ça si vous êtes tout seul, dev, vous êtes sur votre machine avec ces 3 commandes, vous générez votre release note, vous taguez votre version. Ça c'est important parce que c'est avec ça que le version name va être généré. Donc si vous ne faites pas ça, vous aurez un version name un peu dégueu comme on avait vu tout à l'heure. Et le test publish release, donc c'est la commande qui va tout tester, tout builder et tout uploader. Avec intégration continue, c'est quasiment pareil. Il faut juste penser ici à pousser sa branche avec pousser les tags en même temps. Et c'est le serveur d'intégration continue qui va se charger d'exécuter les tâches. Dans mon cas, j'utilise GitLab. GitLab, il a besoin d'un fichier YAML qui définit en gros les différentes tâches qu'il va exécuter. Donc c'est vraiment 2 parties, test et deploy. Test, c'est si tous les tests passent, il va lancer la tâche de deploy. On va retrouver les infos ici, donc test UI ici, c'est avec la tâche Gradle qui lance
les tests UI, les tests remote et les tests unitaires ici. Et quand ces 3 tâches-là sont passées, ça lance celle-ci, Publish Remote Prod Release, qui va aller publier mon APK et mettre à jour ma fiche automatiquement. Donc, moi, dans mon cas, je suis ici, c'est-à-dire je mets à jour ma release note, je tag et je push ma branche master. Et on va dire une demi-heure après, je sais que mon APK est sur le store. Surtout qu'on reçoit un mail assez rapidement maintenant du Play Store pour dire que l'APK a été mise à jour. L'application a été mise à jour. Ben c'est tout. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je cherche des devs chez Morning, des devs Android et même iOS. Donc, si vous connaissez du monde, n'hésitez pas à venir nous voir. Pas de questions? Oui? Je peux les partager, mais elles sont vraiment spécifiques à mes flavors, mes tâches. Donc, pour vous en inspirer, vous pouvez les réutiliser. Oui, je pourrais les partager. En custom, à moi, je peux partager mon fichier custom.gradle pour voir à quoi ça ressemble. Mais si vous tâchez task custom Gradle sur Google, vous allez avoir plein d'exemples aussi. Oui. Alors, c'est une question à laquelle vous avez partiellement répondu pendant votre présentation. Mais je me demandais comment c'était possible que le fait d'ajouter des captures d'écran puisse faire planter des tests. Dans ma vision des choses, je ne comprends pas comment ça c'est possible. C'est peut-être naïf comme question. La question c'est pourquoi quand on lance l'intégration des captures d'écran dans les tests UI font planter les tests. Eh ben, je ne sais pas du tout. Je me suis posé la question et je ne comprends pas. Je ne pense pas. Ce que je me doute, c'est que comme je n'utilise pas la commande officielle Gradle pour... c'est pas le Connected Android Debug Test, c'est une autre. Dans le cas de Spoon, elle s'appelle Spoon Connected Debug Test, quelque chose comme ça. Peut-être que ça entraîne quelque chose qui fait que les tests... Mais même les tests, des fois, tout seuls, ils plantent parce que l'émulateur s'est bloqué ou quoi. Donc voilà, les tests UI sont flaky et je ne sais pas pourquoi en fait ça fait planter les tests, les captures d'écran et pourquoi chez ScreenGrab ça fait planter 80% des tests. Ce n'est pas des tests de l'assertion est faux, c'est vraiment l'émulateur est bloqué, j'ai pas trouvé l'écran que je m'attendais, c'est pas affiché, le bouton n'existe pas parce que l'écran est à moitié coincé, c'est pour ça que les tests fail en fait. Oui. Ça, c'est plus une question par rapport au test. Ça dépend. Donc, la question, c'est est-ce que les problèmes de test UI qui plantent sont liés au cycle de vie? Je ne saurais pas dire. Après, on peut partir dans des débats du fait que j'utilise pas de fragments, j'utilise des custom views. Parce que justement, quand j'ai essayé de faire des tests avec des fragments, je considérais que les tests failaient plus souvent avec des fragments qu'avec des custom views. Mais peut-être qu'il faut écrire ces tests différemment quand on utilise des fragments que des custom views. C'est toute une autre discussion, un autre débat. Ça. Mais peut-être éventuellement, oui. Oui. Du coup, je regardais sur le Play Store l'application Morning et en fait, les screenshots ils sont moqués dans des téléphones. Ils sont moqués? Ouais, il y a mock, c'est-à-dire qu'il y a un téléphone qui englobe le screenshot. Oui. Donc ça, tu ne peux pas automatiser ça quand tu fais. Non, tu ne peux pas l'automatiser. C'est ça que je disais. C'est si tu veux avoir de plus en plus souvent, en fait, les screenshots sont de plus importants dans le sens où ils représentent de moins en moins l'écran même, mais ils sont déjà framés dans un autre téléphone et des fois même, on ne voit même pas le bas de l'application, on voit une explication en haut de qu'est-ce que l'application est censée faire dans cet écran-là. C'est pas automatisable. Donc ça, non, c'est pas automatisable, non. Mais comme je disais, c'est pas l'automatisation des screenshots, je le conseille pas au final, juste dans des cas vraiment précis. Oui. C'est pour répondre à monsieur, si c'est automatisable, ça doit être faisable avec ImageMagick ou en général en SVG, c'est faisable, c'est quelque chose qui va être nécessaire de faire une fois comme la configuration de début. Au final, il faut que ça Et une guest pour sortir mock. J'imagine que c'est pour dire j'imagine la complexité aussi. Général SVG en intégral, dans la seconde, c'est pas compliqué. Ça peut se faire
Ok, je savais pas. Et les screenshots, c'est pas ma passion au final. Question? Ben merci.